Bonjour à tous, chers étudiants, étudiantes. Alors, on se retrouve avec quelques petits mois d'absence et c'est avec des encouragements très très intenses que je reviens pour corriger, poursuivre mon travail de correction des fiches de TD que je propose en cours. Donc ici, je vais attaquer la fiche de TD numéro 12 qui traite de la géométrie dans l'espace. Et je rappelle aussi que toutes les fiches d'exercice sont disponibles en version PDF dans le lien que je laisse dans la description. Donc voilà, ici on est parti pour la géométrie dans l'espace et avant de commencer à corriger les exercices 1 et 2 uniquement dans cette vidéo, puisque les autres exercices suivront dans d'autres vidéos, je commence par quelques petits rappels sur les produits qu'on peut trouver entre vecteurs de R3. Donc pour cela, je vais prendre 3 vecteurs dont j'ai nommé les coordonnées cartésiennes et je commence par définir donc en premier lieu, le produit scalaire entre deux vecteurs u et v, qui se définit alors comme la norme de u fois la norme de v, fois le cosinus entre l'angle u et v. Donc c'est exactement la même définition que dans R2 finalement. Je rappelle que cette définition est valable uniquement si le vecteur u est non nul, et le vecteur v également non nul, puisque dans le cas contraire, l'angle UV ne serait pas défini. Et dans le cas où l'un des deux est nul, le produit scalaire vaut tout simplement 0. Alors peut-être que j'en profite aussi pour rappeler la norme d'un vecteur u qui est égale à la racine de la somme de ses coordonnées. C'est-à-dire ici x carré plus y carré plus z carré, puisque c'est comme ça que j'ai appelé les coordonnées du vecteur u. Alors si je souhaite traduire le produit scalaire avec des coordonnées cartésiennes, ça va me donner le produit des coordonnées à coordonnées que je vais sommer, donc xx' plus y plus z'. Et enfin, peut-être un point important que je vais aussi rappeler pour le produit scalaire, c'est qu'il permet de caractériser, alors je vais utiliser ce symbole-là, l'orthogonalité dans l'espace. Donc U est orthogonal à V si et seulement si le produit scalaire de U et de V est nul. Voilà donc pour le produit scalaire. Je vais maintenant passer à un autre produit dans R3, le produit vectoriel de U et de V. Alors ce produit vectoriel qui renvoie le vecteur nul dès lors que U et V sont collinéaires. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Dans le cas contraire, donc dans le cas où ils ne sont pas collinéaires, à ce moment-là, le produit vectoriel U vectoriel V va renvoyer un vecteur qui à la fois est orthogonal à U et à la fois orthogonal à V. Donc finalement, on comprend qu'il va être orthogonal au plan défini par UV. Donc deux vecteurs non collinaires permettent bien sûr de définir un plan. Voilà. Donc U vectoriel V, il sera orthogonal justement à ce plan-là. Et il va permettre aussi même d'aller plus loin parce que si je considère la famille UV, U vectoriel V, je vais disposer d'une base directe de R3. Alors là, je ne l'ai pas encore tout à fait défini en réalité ce produit vectoriel puisque il me manque encore sa longueur, c'est-à-dire sa norme. Et sa norme qui est définie de la manière suivante, la norme du produit vectoriel de U et de V qui est égale à la norme de U multipliée par la norme de V fois la valeur absolue du sinus de UV. Encore une fois, avec U et V non nuls pour que l'angle soit défini. Alors, on a une interprétation géométrique de cette norme-là, qui est la même finalement que dans R2. Ça va correspondre à l'aire du parallélogramme construit sur U et V. Voilà. Alors, on peut peut-être faire un petit schéma, peut-être pour comprendre cette idée-là. Donc, je vais faire un petit schéma. Donc, je vais prendre deux vecteurs U et V. Voilà mon vecteur U et voilà mon vecteur V. Donc, je vais simplement poursuivre mon parallélogramme.
Voilà. Pour simplifier peut-être l'explication, je vais nommer les sommets, donc A, B, C, D. Et donc, si je pars de la définition de l'aire du parallélogramme, donc ABCD, donc construit sur U et V, évidemment, ça va être la base fois la hauteur. Alors, admettons que je choisisse comme base la longueur AB, vous voyez. À ce moment-là, la hauteur, ça va être, en considérant H le projeté orthogonal de D sur la droite AB, ça va être la longueur DH. Voilà. Alors maintenant, pour essayer de récupérer donc l'angle entre U et V, je vais nommer, pour aller peut-être un peu plus vite, hop, cette valeur-là, cet angle-là, l'angle θ. Et si je me positionne dans le triangle rectangle DHA, alors j'ai ma formule trigonométrique qui me dit que le sinus θ va être égal à la longueur DH, donc le côté opposé sur l'hypoténuse AD. Donc ceci étant fait, je vais pouvoir remplacer donc la longueur DH. Alors simplement ici, comme je suis avec des angles orientés, il est important d'ajouter des valeurs absolues à mon θ qui ici représente en réalité l'angle UV. Tout simplement parce que sinus θ doit être évidemment positif, de renvoyer une valeur positive étant donné que c'est un rapport de longueur. Donc à partir du moment où on oriente le plan, je dois ajouter des valeurs absolues pour m'assurer sa positivité. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer donc la longueur DH par AD fois valeur absolue de sinus. Donc θ, on avait dit que c'était l'angle UV bien sûr. Et là, évidemment, AB qui n'est rien d'autre que la norme du vecteur U fois AD qui est la norme du vecteur V fois la valeur du sinus UV. Et voyez, là, je récupère la définition de la norme de U vectoriel V. Donc voilà pour ce qui est de l'interprétation géométrique et de sa démonstration. Donc je vais maintenant simplement terminer par rappeler également que le produit vectoriel permet de caractériser, et ça c'est important, la collinéarité. Donc U vectoriel V qui est égal à 0 si et seulement si U et V sont collinéaires. Donc on se rappellera que dans l'espace, le produit vectoriel me permet de caractériser justement la collinéarité. Je vais terminer par un dernier rappel sur le produit mixte. Le produit mixte qui se fait entre trois vecteurs, U, V, W, que je peux noter donc avec des crochets, et qui est défini par U vectoriel V, donc ça va me renvoyer un vecteur, hein, rappelez-vous, scalaire W, et le produit scalaire qui me renvoie un réel. Alors, on peut effectuer le calcul pas à pas, en calculant le produit vectoriel. Donc là, pour le produit vectoriel, je n'ai pas rappelé comment on l'obtenait pour les coordonnées, je le ferai au moment de l'exercice tout simplement avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Donc pour le produit mixte, une manière aussi de le calculer, c'est de passer par le déterminant d'une matrice 3,3 et cette matrice 3,3 va comporter les coordonnées de mes trois vecteurs U, V, W. Donc les coordonnées de U en première colonne, donc X, Y, Z. Les coordonnées de V, donc en deuxième colonne, X', Y', Z'. Et enfin celle de W en dernière colonne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le produit mixte va me permettre de caractériser la coplanéité. Donc ça aussi, c'est un point important. Donc si et seulement si U, V, W sont coplanaires. En fait, à partir du moment où un des trois vecteurs est lié en tant que combinaison linéaire des deux autres, alors mes trois vecteurs seront coplanaires. Et si vous avez étudié le déterminant, ceci explique pourquoi le produit mixte est nul dans ces conditions-là. Le produit mixte qui va être strictement positif, ça va me permettre de définir une base directe. Donc alors la famille UVW, donc
Donc si c'est strictement positif, je rappelle que pour le coup, les vecteurs sont non coplanaires et donc ça va me définir une base dans R3 et elle sera même directe. Donc évidemment, si c'est strictement négatif, on aura une base indirecte. Et enfin, au niveau pareil de l'interprétation géométrique, j'ai la valeur absolue du produit mixte UVW qui va correspondre au volume du pavé construit sur mes vecteurs UVW. Alors, pareil, là encore, on peut très bien comprendre d'où vient cette interprétation géométrique par un schéma. Alors, hop, je vais récupérer ici un pavé avec mes 3 vecteurs. Voilà. Et donc, pareil, hein, pour comprendre les choses, je vais calculer tout simplement le volume de mon pavé droit. Alors c'est parti, donc le volume de mon pavé tout court, d'ailleurs il n'est pas droit, hein, construit sur UVW. Alors la formule me dit que ça va correspondre à l'aire de la base, donc d'une base, multiplié par la hauteur du pavé. Donc l'aire de la base, vous voyez, je peux considérer, hop, que c'est cette face-là. Donc à ce moment-là, je comprends que ça va être l'aire du parallélogramme construit sur U et V, et donc ça correspond, d'après ce qu'on a vu précédemment, à la norme de U vectoriel V. Ensuite, j'ai la hauteur. Alors pour la hauteur, je vais commencer d'abord par représenter U vectoriel V. Je rappelle que U vectoriel V, ça va être un vecteur qui va être à la fois orthogonal à U et à V, et donc qui va être orthogonal au plan défini, là on le voit bien sur la figure, par U et V. Je vais aussi appeler cet angle-là θ, l'angle orienté entre U vectoriel V et W. Et donc, la hauteur, vous voyez, on peut la lire ici. Donc, ça va être cette quantité-là. Et à nouveau, si je me place dans le triangle rectangle que vous voyez ici, là, hop, je vais pouvoir appliquer mes formules trigonométriques. Mes formules trigonométriques qui vont me dire que le cosinus, alors toujours en valeur absolue parce que, encore une fois, c'est une histoire d'orientation, qui va être égal, donc ici ça va être à la hauteur, puisque c'est les côtés adjacents, sur l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, ça va être, vous voyez, cette longueur-là, entre ce point, donc c'est cette longueur-là, hein, voilà, et donc c'est finalement la norme du vecteur W. Allez, il ne me reste plus qu'à remplacer ça dans ma formule. Donc là, je récupère la norme du vecteur W que je multiplie par valeur absolue de cosinus. Alors θ, je rappelle que c'est l'angle entre U vectoriel V et W. Voilà. Donc ça, c'est fait, puisque ici, on reconnaît bien évidemment la valeur absolue du produit mixte UVW, ce qui nous fournit donc l'explication de cette interprétation géométrique. On va pouvoir passer désormais à la correction donc de nos 2 petits exercices qui sont pas bien compliqués, mais qui vont nous permettre simplement de vérifier comment on calcule un produit vectoriel et un déterminant. Donc je démarre avec l'exercice 1 que voilà. Donc on a 2 vecteurs U et V avec leurs coordonnées cartésiennes. Et on nous demande de calculer l'aire du triangle défini par les vecteurs U et V. Alors, l'aire d'un triangle, ce n'est rien d'autre que la moitié de l'aire d'un parallélogramme. Et tout de suite, évidemment, on va penser à comment calculer l'aire d'un parallélogramme dans l'espace. Et ça va nous être donné, comme on vient de le voir dans les rappels, par la norme du produit vectoriel. Donc, la norme que l'on cherche ici à calculer, donc du triangle, va être égale à 1/2 de la norme de U vectoriel V. Alors, pour calculer ce produit vectoriel, je vais passer par les coordonnées cartésiennes, puisque justement, je les ai et je n'ai pas d'angle, hein, donc je n'ai pas vraiment de choix possible. Donc là, j'ai 1, 3, moins 1, vectoriel 1, 2 et 0. Voilà, alors du coup, j'en profite justement pour montrer, ou rappeler plutôt peut-être,
comment calculer ce produit vectoriel. Donc une façon de faire, c'est évidemment pas la seule, c'est tout simplement de recopier les deux premières lignes des coordonnées. Donc vous voyez, je recopie la première ligne qui est 1, 1 et la deuxième ligne qui est 3, 2. Ensuite, donc, il suffit pour avoir la première coordonnée. Donc, hop, donc là, je vais calculer cette coordonnée qui est là, la première coordonnée du vecteur produit vectoriel. Donc, j'imagine que je barre cette ligne-là et je vais aller calculer le déterminant de la matrice de 2 qui est juste en dessous. Donc, je recommence, je vais faire 3 fois 0 moins 1 fois 2. Donc je recommence, je barre cette ligne-là et je fais le déterminant comme je le calcule habituellement. Donc ça va me donner ici du plus 2. Ensuite, je réitère la même chose, donc je vais aller barrer la deuxième ligne puisque je cherche la deuxième coordonnée. Je barre la deuxième ligne et je fais le déterminant. Donc moins 1 fois 1, moins 1 fois 0, ce qui me renvoie moins 1. Et pour la dernière ligne, pareil, donc c'est la troisième coordonnée que je souhaite calculer. Je barre la troisième coordonnée et je refais le déterminant 1 fois 2 moins 3 fois 1 qui me renvoie du moins 1. Il me reste à calculer la norme de ce vecteur pour terminer. Donc ça va être 1 demi 2. Alors je rappelle que c'est la racine de la somme des coordonnées au carré. Donc 2 au carré plus moins 1 au carré plus moins 1 au carré. Et j'obtiens finalement du racine de 6 sur 2. Voilà donc pour la correction du premier exercice qui n'était pas très difficile mais qui permet de mettre en application, on va dire, les notions de base, les premières définitions. On enchaîne donc avec l'exercice numéro 2 qui n'est pas plus difficile mais qui permet de mettre en application à nouveau les notions du cours. À commencer par l'exercice 1 où on nous demande si la famille UVW est directe ou indirecte. Et là on se rappelle que cette réponse nous est donnée donc en calculant le signe du déterminant. C'est donc ce qu'on va faire du produit mixte UVW. Donc pour ça, comme je dispose des coordonnées cartésiennes, je vais simplement recopier ces coordonnées cartésiennes. Donc en première colonne, j'ai moins 1, 1, 1. En deuxième colonne, 3, 1, 2 et 1, 1, 2. Il va donc falloir calculer ce déterminant. À partir de là, il y a plusieurs méthodes possibles. Et nous, en cours, à ce stade de l'année, on n'a pas encore étudié les déterminants. Donc, on a simplement vu en dépannage ce qu'on appelle la règle de Sarus qui permet de calculer des déterminants de 3,3. Je vais donc passer par cette technique-là pour calculer ce déterminant. Donc la technique est la suivante. À nouveau, on va recopier les deux premières lignes comme on le fait pour le produit vectoriel finalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer toutes les diagonales à 3 coefficients montantes et toutes les diagonales à 3 coefficients qui descendent. Donc là, vous voyez, j'en ai une qui apparaît ici. Là, j'en ai une deuxième qui apparaît là. Et là, j'en ai une ici aussi. Pareil pour ce qui descend. Donc j'en vois une ici et une ici. Voilà. Maintenant, je vais affecter un signe moins à toutes les diagonales qui montent et un signe plus à toutes les diagonales qui descendent. Et maintenant, donc la règle est toute simple, c'est que je vais multiplier tous les coefficients que je trouve sur une diagonale et j'affecte le signe, donc soit moins, soit plus, suivant que ça monte ou que ça descend. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc par exemple, pour la première, je vais faire 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 et j'affecte le signe moins, donc j'ai du moins 1 qui apparaît. Pour la seconde, j'ai moins 1 fois 2 fois 1, donc ça me fait du moins 2, mais avec le signe moins, ça devient du plus 2. La troisième diagonale qui monte, 1 fois 3 fois 2, donc ça nous fait 6, avec le moins, du moins 6. Je pars sur ce qui descend, donc moins 1 fois 1 fois 2, moins 2, avec le plus devant, donc ça reste du moins 2. La deuxième, 1 fois 2 fois 1, donc ça nous fait du plus 2. Et enfin, la dernière, 1 fois 3 fois 1, qui nous fait du 3. Donc j'ai du plus 3. Alors, voyons voir ce qui va rester. Donc là, j'ai le plus 2, moins 2 qui s'en va. Là, je vais avoir du 5, moins 6, donc moins 1, moins 2. Et donc,
Le produit mixte étant strictement négatif, j'en déduis que la famille UVW est indirecte. À la question 2, on me demande de calculer le volume du parallélépipède construit sur les 3 vecteurs UVW. Bon, bah, à nouveau, c'est la formule du cours hein, qui nous est donnée par la valeur absolue du produit mixte, qu'on vient d'ailleurs déjà de calculer. Donc, il n'y a aucun nouveau calcul à faire, simplement à conclure que le volume du parallélépipède construit sur UVW est égal à la valeur absolue d'après le cours du produit mixte UVW, la valeur qu'on a déjà calculée qui vaut moins 2, et donc ce volume vaut 2 unités. Et voilà pour cette première vidéo de reprise où je vais donc par la suite continuer la correction des exercices suivants. Je vous dis à bientôt.